Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Barbara Bégaud, je suis chargée de mission lutte contre les discriminations au sein de l'ISNAR-IMG et interne de médecine générale à Lyon. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux pour parler des violences sexistes et sexuelles. J'ai pour seul lien d'intérêt mon poste au sein de l'ISNAR-IMG et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Avant de débuter la conférence, il est important de préciser que ce sujet peut être difficile sur le plan émotionnel. Il est bien sûr possible de quitter la salle si vous ne vous sentez pas bien. Et dans ce sens, des personnes de confiance sont présentes tout le long du congrès, à qui vous pouvez venir vous confier si vous ne vous sentez pas bien. Elles sont identifiables par un foulard orange, et deux d'entre elles, notamment Thomas et moi-même, sont joignables via ce numéro que vous retrouverez sur l'application mobile du congrès. Le sujet des violences sexistes et sexuelles est longtemps resté tabou et mis de côté dans notre société. Et pourtant, il nous concerne toutes et tous. Chacun et chacune d'entre nous a déjà été confronté à une forme de violence sexiste ou sexuelle, soit en tant que témoin, soit en tant que victime, et parfois en tant qu'auteur, volontaire ou non. Ces violences prennent de multiples formes. Des reproches, des injonctions, des insultes, des gestes non consentis, un viol ou une emprise psychologique. Cependant, depuis quelques années, la parole se libère et des prises de conscience se font. Le sujet ne doit et ne peut plus être négligé. Les victimes peuvent bénéficier d'une aide et de soins. Et le médecin généraliste représente un des premiers acteurs en matière de dépistage et d'assistance. Pour cela, il est essentiel d'apprendre à poser les bonnes questions, puis de savoir prendre en charge les victimes, ou alors de les réorienter vers les personnes adaptées. Cette boîte à outils a pour objectif de vous partager quelques clés en tant que futur praticien et surtout de vous donner envie d'approfondir le sujet. Vous pourrez notamment poser toutes vos questions à nos intervenants à la fin de la conférence. Maintenant, je remercie nos deux intervenants pour leur venue et je vous présente tout d'abord Dr Perrine Millet, médecin gynécologue obstétricienne, présidente et créatrice de l'association Un maillon manquant, dont l'objectif est de former les soignants face à la maltraitance faite aux femmes et aux enfants, que j'invite à monter sur scène. Et également Dr Leonardo Casini, médecin généraliste, titulaire du diplôme interuniversitaire Prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance, proposé par l'association Un maillon manquant. Je donne maintenant la parole à Perrine Millet et je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour, je m'appelle Perrine Millet, je suis praticienne hospitalière en gynécologie obstétrique, c'est très désagréable, je ne vous vois pas. Je remercie infiniment la présidente, la vice-présidente et la déléguée à la discrimination de m'avoir invitée sur un sujet qui effectivement me tient à cœur. Très rapidement, je vous dis d'où je parle. Donc, je suis praticienne hospitalière à la retraite. Jusqu'à il y a 6 ans, j'étais néophyte sur le sujet des violences, sauf sur la clinique. C'est-à-dire que ça faisait depuis une vingtaine d'années que j'interrogeais mes patientes quand j'avais une réticence à l'examen clinique. Et donc, j'ai décidé de monter un diplôme, ce qui était comme une chose un peu difficile à faire, mais ça s'est fait grâce à la professeure Hoffman de Grenoble et le professeur Ville à Paris. Et voilà, et je suis absolument ravie de pouvoir essayer de délivrer quelques éléments du pourquoi il faut s'intéresser à la chose. D'abord, c'est un problème de santé publique. Clairement, ça fait déjà plus de
Oui, ça fait pratiquement 10 ans que l'OMS a pondu son premier rapport pour dire que c'était une femme sur 3, 900 millions de femmes dans le monde. En France, l'enquête OMS, c'était 26,7% des femmes. Et moi, j'avais effectivement dans ma patientèle une femme sur 4 pour qui j'étais toujours soit une tortionnaire. En tout cas, je voyais bien que l'examen clinique était difficile. Voilà. Je ne vois strictement rien sur mon retour de diapo. C'est absolument magnifique. Ça, c'est la vieillerie. C'est pas grave. Quand je dis que c'est un problème de santé publique, j'ai dû dire que ce qu'il y a sur la dia, c'est que, en fait, il y a une des diplômées de la promo 2, je crois, qui a fait son mémoire de gynécologie obstétrique de fin de spécialité sur les connaissances des internes en gynécologie obstétrique. C'était en 2020, mars 2020. Sur le fait de savoir qu'est-ce que les internes du Grand Ouest connaissaient des violences sexuelles. Et ce qui avait été remarquable, c'est que d'abord, il y a 0 formation. Je vous rappelle qu'en formation initiale, il n'y a strictement rien et qu'actuellement, il n'y a que le diplôme interuniversitaire monté sur Grenoble et Paris qui enseigne quelques notions sur les violences sexuelles et toutes les violences. Et ce DES de fin de spécialité en gynécologie obstétrique montrait que les internes du Grand Ouest qui pensaient s'être formés un peu sur les violences sexuelles et autres, par leurs propres moyens, puisqu'il n'y a pas de formation initiale ni continue, et ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas été formés avaient exactement les mêmes notions, c'est-à-dire une absence de notion totale sur l'épidémiologie. Donc c'est 900 millions de femmes dans le monde, mais c'est aussi, bien évidemment, en France, 93 000 viols par an. Ça fait une femme toutes les 7 minutes. Yes, vive la vie. Et puis l'inceste, comme on ne peut pas interroger, c'est ce que c'était ma dia précédente, comme on ne peut pas interroger les enfants, l'association Face à l'inceste avait réactualisé sa dernière enquête Ipsos, c'est 10% des Français. Quand on sait les dégâts que font les violences sexuelles, c'est absolument majeur. Et ce que je voulais rajouter tout de suite aussi, c'est que c'est pas la même chose d'être victime de violences sexistes et sexuelles quand on a un cerveau mature que quand on est un enfant. Quand on est un enfant, ça affecte profondément le développement du cerveau. Si j'ai un bouquin à vous recommander, c'est Le corps n'oublie rien. C'est un bouquin qui a été écrit par un Américain qui travaille sur le trauma depuis les années 70. Je ne vous dirai pas son nom, il a un nom à coucher dehors, Bessel van der Kolk. Le corps n'oublie rien, c'est un psychiatre qui parle du corps. C'est intéressant. Voilà, ça c'est le premier bouquin. Après, quand je dis que c'est un problème de santé publique, c'est que bien évidemment, ça implique que c'est un problème médical. Dans les congrès, c'est toujours marqué les violences sexistes et sexuelles, c'est dans le psychosocial. Ça n'est pas un problème psychosocial. C'est un problème médical grave. Je vais aller assez vite puisque vous avez déjà lu la diapo. Donc la santé psychique, tout le monde le sait. Le psychotrauma, je sais que le docteur Casini va vous en parler un peu. Moi, j'ai découvert le psychotrauma il y a 6 ans quand j'ai commencé à vouloir travailler à monter ce diplôme. Et la santé somatique, ça vous concerne directement. La santé sexuelle et reproductive, c'est ce qui m'a concerné moi et que j'avais deviné. Donc ça, c'est une étude qui a eu lieu déjà en 98. Certes, c'est une étude rétrospective. Je vais aller très vite. C'est où le retour de l'heure? Ça ira mieux sur ma montre, voilà. Qui portait sur 17 000 patients et patientes, qu'on interrogeait, moyenne d'âge 57 ans. Ils avaient 200 questions à remplir avant de voir le Toubib. Et ils ont, nos amis, le docteur Fellitier et le docteur Randa aux États-Unis, élaboré un questionnaire où ils notaient les événements négatifs ou traumatisants. En anglais, c'est Adverse Childhood Experiences. Et c'est une étude Princeps que j'ai découvert il y a 6 ans. Et donc, les questions, elles sont là. Donc, il y a 5 items classiques sur les violences sexuelles, physiques, émotionnelles, négligence émotionnelle, physique, et 5 dysfonctionnements au sein du foyer, c'est-à-dire être soit témoin, mais quand on est témoin de violences conjugales, on n'est pas témoin, on est victime. Clairement, quand j'étais en exercice professionnel,
j'ai vu des patientes qui avaient des pathologies de la grossesse du fait d'avoir été victimes de la violence conjugale qui s'exerçait dans leur enfance. En général, le père sur la mère. Donc, être témoin de violence conjugale, donc victime de violence conjugale, avoir un parent avec une maladie mentale, genre une dépression par exemple, ou être bipolaire. L'étiquetage bipolaire est bien facile. Bessel van der Kolk le met très à mal dans son bouquin Le corps n'oublie rien. Avoir un parent qui est addict. L'alcoolisme en France, c'est extrêmement fréquent, même si c'est souvent mondain dans nos milieux. Il m'en manque quelqu'un en prison et le divorce. C'est une expérience négative de l'enfance et de l'adolescence. Et de corréler ces 5 items de violence, négligence et les 5 items de dysfonctionnement, ça faisait donc 10 et chacun coche une croix sur ce qu'on a vécu ou pas. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même les chiffres, c'est majeur, hein, c'est quand même 21% effectivement de violences sexuelles. Ils ont refait l'étude récemment en 2013, c'est les mêmes chiffres. C'est donc à peu près ce que j'avais en consultation, c'est une femme sur 4, une femme sur 5. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, il n'y avait qu'un tiers de la population américaine, et il n'y a qu'un tiers de la population américaine en 2013, je crois, quand ils ont refait l'étude, qui n'a vécu aucun événement négatif de l'enfance. Et ils ont corrélé ça avec les événements de santé à l'âge adulte, en moyenne 57 ans. Et vous voyez qu'il y a une corrélation positive majeure pour des événements auxquels on n'aurait jamais pensé. Le diabète, alors là, il n'y a que 4-5 trucs, là, hein, puis c'est même pas que du somatique, hein, mais le diabète, l'hypertension, les accidents coronariens, les maladies endocriniennes, les fibromyalgies, enfin tout ce qui nous concerne, nous, tout ce qui vous concerne, vous, en tant que médecin généraliste. Et il y avait une corrélation positive et croissante, ça c'est leur conclusion, je ne sais pas si on voit. On ne voit rien du tout. Et moi non plus. Donc je ne peux pas vous le lire. C'est dramatique. Je vais me rapprocher. Une forte relation, nous avons trouvé une forte relation graduelle et croissante entre les événements adverses de l'enfance et les principaux facteurs de risque et entraînant les morts précoces aux États-Unis. Et c'est une étude que plus personne ne remet en cause. Mais peut-être vous entendrez parler de cette étude qu'aujourd'hui et jamais après. Et là, c'est... je ne sais plus ce que c'est. Voilà, parce que je ne le vois pas. Merci, Leonardo. Et donc, oui, ça, c'est les comportements sexuels, ça, c'est le côté gynéco-ops à l'adolescence. Vous voyez que quand on a un score de 4 et plus, on a un surrisque majeur d'avoir des relations sexuelles avant 15 ans ou à partir de 15 ans. Et puis là, alors ça c'est mon dada, hein, c'est la gynéco-obstétrique. Une IVG sur 4, moi j'ai découvert il y a 6 ans qu'une IVG sur 4 était liée aux violences. Je ne savais pas, j'ai beaucoup fait d'IVG, j'ai beaucoup vu de femmes en IVG. Ce qui est important à savoir, c'est l'impact sur la grossesse, les fausses couches spontanées, les MAP, les RCIU, les morts fétales in utero, l'impact sur l'accouchement, quand on a vécu des événements émotionnels, même émotionnels, hein, même simplement psychologiques, ça peut avoir il y a une corrélation avec les modalités opératoires de l'accouchement. Modalité opératoire de l'accouchement, c'est extraction instrumentale, césarienne programmée, césarienne en urgence. Donc c'est très étonnant, mais ça vous montre à quel point, effectivement, il y a un impact neurobiologique, neurodéveloppemental sur ce qui se passe pendant l'enfance et l'adolescence et la santé à l'âge adulte. Alors, les femmes qui ont été victimes de violences ont plus de difficultés d'allaitement et elles ont surtout, et ça aussi j'y tiens beaucoup, des troubles de l'attachement.
Alors, vous avez entendu parler de l'attachement, des théories de l'attachement? Ça vous dit quelque chose, John Bowlby ou des choses comme ça? C'est comment nous, les adultes, on se construit avec la personne avec qui on tisse un lien quand on est bébé, un lien de référence, on va dire. En général, c'est la mère, mais ça peut être le père ou une grand-mère, etc. Et dans la population générale, on est à peu près 60% d'adultes avec un attachement dit sécure. Et quand les femmes ont été victimes de violences, tout type, elles ont plus de mal à lier un attachement sécure avec leurs enfants. Alors, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ai dit depuis le début, il n'y a aucune référence biblio sur les dias, mais je vous promets, je les envoie à Barbara Bégaud et vous les aurez après. C'est archi sourcé. C'est pas la docteure Perrine Millet qui invente que les femmes victimes de violences ont des troubles de l'attachement. Non, c'est une réalité. Et puis, elles ont, post-accouchement, souvent, effectivement, des séquelles de stress post-traumatique, soit liées au fait qu'on est complètement passé à côté du fait qu'elles avaient été victimes, et donc on n'a pas adapté nos soins, soit qu'il y ait aussi des violences du soin, puisque c'est ça aussi dont il faut s'occuper à partir de maintenant. Je vais dire ce que j'en pense. La médecine, avec l'intelligence artificielle, c'est sûrement très intéressant, mais la médecine partenaire, elle est beaucoup plus intéressante. Il faut construire nos soins avec nos patients et nos patientes. Et d'ailleurs, la dédicace du corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk, c'est à mes patients qui m'ont tout appris et dont le corps n'a rien oublié. Il est psychiatre, je vous rappelle. Hein. Et c'est un problème de droit des femmes. Et c'est aussi ça qui fait que c'est compliqué. Non seulement c'est un problème médical, c'est donc un problème de santé publique, puisque les chiffres sont monstrueux et que c'est pour ça aussi qu'on n'y va pas, parce que c'est très difficile. Je sais que Leonardo Casini va en reparler. Mais on est aussi à la frontière du médico-judiciaire. Vous allez être confronté à faire des certificats, des ITT, etc., etc. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le code pénal. Ça gêne, mais c'est comme ça. Or, Barbara Bégaud avait raison. On est les premiers interlocuteurs des patientes. Alors, les patients ont beaucoup plus de mal à le dire, et c'est ça que Leonardo Casini va développer. On est les premiers interlocuteurs des gens qui ont été victimes ou qui sont victimes de maltraitance X ou Y. Alors, la réalité du terrain, ça, j'ai mis ça, mais on va passer vite. En fait, le nombre de dépôts de plainte sur les 93 000 viols, il y en a qu'à peu près même pas 10% qui déposent plainte. Et le nombre de... Alors, je vous rappelle que le viol est un crime. Un crime. Quand vous allez dans les congrès de psychotraumatologues, ils vous le disent, c'est comme la torture. Hein. Mais on le sait, mais on ne veut pas le savoir. Ça gêne quand même. C'est dur. Et le nombre de tenues de cour d'assises en 2018, j'ai retenu, c'est 2200 et quelques. Donc, alors déjà, il n'y a que 10% de plaintes. Et en plus, il n'y a que 2200. Donc, en fait, on fait que des correctionnalisations de viol. Ça, c'est pour vous dire que l'aspect judiciaire est un peu compliqué. Alors, oui, ça, c'est ma conclusion, parce que je suis bien gynécologue obstétricienne. Et ça, c'est bien que je sois devant, parce que j'ai besoin de vous le lire. Je suis intimement persuadée que ce qui se passe en périnatalité, et vous allez y être confrontés, parce qu'en tant que médecin généraliste, vous allez les voir enceintes éventuellement, ou suivre la grossesse, ou vous allez les voir ensuite de couches. Enfin bref, vous suivez la famille. La périnatalité est une des seules fenêtres d'opportunité pour casser le transgénérationnel. Je ne vous parle pas de l'épigénétique, mais il y a de l'épigénétique qui se transmet hein, sur les viols, sur les choses graves, sur les maltraitances graves. C'est prouvé. Il y a des chercheurs qui ont travaillé en épigénétique. Mais, bonne nouvelle, on peut inverser, hein, on peut déméthyler. Hein. Le patriarcat fait le lit des violences. Effectivement, le système anthropologique dans lequel on vit, c'est clairement le lit des violences. On va faire court, hein, mais voilà. Mais vous voyez que les femmes victimes, ça je vous ai dit, elles sont à risque de développer des pathologies de la grossesse, des difficultés, etc. et des troubles de l'attachement. Mais qui dit trouble de l'attachement dit le chiffre d'après, qui est terrifiant. 50% des maltraitances faites aux enfants sont faites par les mères, pas les violences sexuelles. Quoique c'est tellement tabou que je pense qu'on passe à côté.
Et si on entoure suffisamment bien la mère et le père autour de la naissance, qu'on pose des bonnes questions, on va se retrouver avec des liens sécures, émotionnels autour de l'histoire que les parents vont construire avec leur premier enfant dans le ventre de la mère. Et on peut se dire qu'on va casser ce transgénérationnel qui fait qu'une femme qui a été victime a des troubles de l'attachement ou revit des choses violentes, puisqu'elle va avoir des modalités opératoires de l'accouchement, ou alors elle va avoir une grossesse pathologique, etc. Et que si nous, on est capable de poser les bonnes questions et soulever le couvercle et ouvrir la boîte de Pandore et travailler à plusieurs autour de la maman qui fait déjà un petit berceau à son bébé, eh ben, on peut casser le transgénérationnel. Et puis, voilà, les enfants vulnérabilisés, c'est-à-dire que certes, c'est le patriarcat, mais c'est vrai qu'il y a plus d'auteurs masculins que féminins. Et puis voilà, alors actuellement, moi j'étais très contente quand les recommandations de la Haute Autorité en Santé sont sorties sur le dépistage systématique. La seule façon de pouvoir y aller, c'est pouvoir poser des questions, même en absence de style d'alerte, mais on n'ira pas, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc il faut se former. Il ne faut jamais être tout seul, même quand on est dans son cabinet en colloque singulier avec la patiente ou la patiente. Il faut avoir derrière nous des gens avec qui on peut parler, des pros en interdisciplinaire. C'est pour ça que c'est bien quand je vous vois travailler avec les sages-femmes, etc., etc. Et puis, il faut rester centré sur les besoins de chaque femme. Les protocoles, on s'en fout en médecine. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, on s'en fout pas. Mais la médecine, c'est une relation interpersonnelle. On est en colloque singulier. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en verbal, en non-verbal, entre nous et notre patiente. Et après, je vous mets la vidéo de présentation du diplôme, que je suis à peu près dans les temps. Est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie? Pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière une demande somatique qu'on ne comprend pas? 30% des femmes victimes d'obésité sont en fait des femmes victimes de violences. Les violences, si on n'en parle pas, c'est le corps qui en parle. Et il est fondamental, au-delà de les opérer, de pouvoir prendre en charge cette violence, notamment des violences sexuelles, de l'inceste dans leur plus jeune âge. J'ai commencé à m'intéresser aux femmes victimes de violences parce que ça m'exaspérait, je ne comprenais pas les femmes victimes de violences. Elle peut être pénible, elle peut vous insulter, elle peut être violente. Elle ne pouvait pas le dire tant que je n'avais pas posé la question. Parce que si on a l'impression qu'on va se retrouver seul avec la patate chaude, on préfère ne pas savoir. La règle de bonne pratique pour accompagner une femme victime de violence, c'est de ne pas rester seule. C'est important que la victime se sente soutenue par plusieurs acteurs, qu'elle sente qu'il y ait un maillage autour d'elle, mais on peut s'en sortir que si on bénéficie tout au long de son parcours d'aide au pluriel et d'un regard bienveillant et qui ne soit pas juge. Comment vous avez su pour moi? Vous savez, je pose la question à tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, c'est pas vrai. C'est un peu un ardou.
Merci beaucoup, docteur Millet. Maintenant, pour parler de la pratique plus orientée en médecine générale, je laisse la parole au docteur Casini. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je vous invite à ne pas prendre des notes, mais à écouter, parce que le premier outil le plus important que vous auriez pour prendre en charge ces pathologies, ces violences, ce sera l'écoute de vos patients. Quand Perrine m'a proposé de présenter cette boîte à outils, je me suis posé la question de d'où commencer. Du coup, ça me semblait normal de commencer par la première question que j'ai posée à mon prédécesseur quand j'ai repris son cabinet. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac de médecin? Sa réponse, c'est ce que vous voyez, c'est ce que tu peux voir, ce que tu sais faire. Et je trouve que ça va très bien avec les violences sexuelles. Dans le sac de médecin, il doit y avoir 3 poches. Une poche médecin, qui ça concerne vos compétences médicales, une poche patiente qui concerne la personne en face de vous, et une poche personnelle qui concerne votre vécu personnel. Il y a vous aussi dans l'histoire. La poche médecin, vous voyez la marguerite qu'on connaît très bien, avec nos compétences à tous. Premier outil, c'est le code pénal, parce que si on ne sait pas définir les violences, on ne pourra pas les chercher. Si on ne connaît pas l'agression sexuelle ou le viol, on ne pourra pas les différencier. La contrainte, la violence, la menace, la surprise, c'est ce qui caractérise les viols. J'ai décidé d'associer à chaque outil, plus ou moins, une de mes patientes. C'est que j'ai vu en consultation de façon de vous montrer qu'il faut les utiliser en consultation et qu'on peut les utiliser en consultation. Madame LG, elle a 28 ans, elle est à S dans un EHPAD à côté de mon village. Et elle vient en consultation 15 jours avant la sentence de divorce. Elle inquiète pour la garde de ses jumelles. Et on parle de toute son expérience et les violences qu'elle a vécues. Et à un certain moment, je lui pose les questions sur les violences sexuelles. Elle me dit non. Par contre, des nuits, je me réveillais et mon conjoint, il effectuait une pénétration digitale vaginale pendant que je dormais. Je dois lui expliquer que ça, c'est du viol par surprise. Elle ne connaissait pas que la pénétration digitale pouvait être un viol. Les cycles de la violence, ça, c'est fondamental parce que toutes les violences, ils vont évoluer sur ce cycle-là. On commence toujours par une lune de miel, du coup, où la personne elle est parfaite, c'est tout merveilleuse. Il n'y a rien qui... On est content, ça se passe très bien. Et après, on ne sait pas pourquoi, on passe dans un moment de tension. Cette tension, ça dure plus ou moins longtemps, mais à chaque fois, ça va passer dans une crise. Et là, c'est la partie fondamentale parce que c'est la seule partie où vous pouvez intervenir, ou nous, on peut intervenir. Parce que c'est à ce moment-là que la victime, elle se pose en question. Qu'est-ce qui se passe? Là, une fois que cette phase est passée, on n'aura plus accès à la victime. Il faudra attendre à nouveau une nouvelle crise. Dans les autres 3 phases, il faudra accompagner, il faudra être à l'écoute, il faudra être à côté d'elle. Mais là, on peut intervenir. Après cette phase, il y a la justification, il y a des excuses. Ce n'est pas toujours des excuses verbales. Plus souvent, c'est des cadeaux démesurés par rapport à la crise. Et là, la personne, la victime, elle se dit, peut-être c'était ma faute, c'était pas si grave que ça, ce qui s'est passé, il ne va plus le refaire. Là, vous l'avez perdu. Vous ne pourrez plus intervenir. Et là, ce cycle, ça va se répéter chaque fois à l'identique, sauf que la durée de chaque phase, ça va se réduire au fur et à mesure, jusqu'au moment où on n'aura que des tensions et des crises, que des tensions et des crises. Et là, c'est à vous de reconnaître ces différentes phases. Après, il y a le vocabulaire, parce qu'il faut parler les mêmes langues. Et je ne parle pas de vous que vous parlez français, moi italien, mais je parle du fait qu'il faut donner la même signification aux mêmes mots.
Madame T, elle a 20 ans, elle vient en consultation J6 après qu'elle a été droguée en soirée dans un bar. Elle a un trou noir de 5 heures. Elle s'est réveillée pendant qu'elle avait un rapport sexuel avec un de ses copains. Ces copains-là, elle n'avait jamais raccompagné chez elle. Il n'était jamais rentré chez elle. Ces jours-ci, il la ramène à la maison. Une fois qu'elle est à la maison, elle s'est vomi dessus, elle s'est pisse dessus. Lui, il la met dans la douche. Et après, il commence son rapport sexuel. J'ai dû lui expliquer que ça, c'était un viol. Et elle me répondait, non, ça c'est moi. Je lui étais à côté toute la soirée, il était gentil, ça c'est un rapport sexuel. On n'avait pas la même définition des rapports sexuels. Et c'est longtemps après qu'elle a pu comprendre la différence. Et vous voyez, je vous ai mis une petite chanson française des années 90 où les mots sont très importants et on peut interpréter de plusieurs façons. Après, il y a les questionnements systématiques. Là, c'est un interrogatoire policier et ce n'est pas notre boulot. Nous, les questionnements, ça doit être toujours de la bienveillance. On ne doit pas faire avouer à nos patients qu'ils ont subi des victimes, des violences. On doit leur permettre d'en parler. Les questionnements systématiques, c'est aussi quand il y a des choses qui traînent, comme Gilles Lazimi il disait tout à l'heure. Mais aussi, moi, je le fais à la première consultation. Dès qu'ils arrivent, est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous êtes victime de violences? Voilà, Madame D, c'est une nouvelle arrivée au foyer d'adultes handicapés à côté de mon village. Et elle arrive, première consultation, je pose mon questionnaire habituel, on fait l'anamnèse, je pose la question sur les violences qu'elle avait vécues. Elle est suivie par des troubles de l'humeur et de l'attachement. Elle me dit que de ses 15 mois à ses 6 ans, il a été violé par un des membres de sa famille d'accueil. Elle est passée dans une deuxième famille d'accueil où elle a subi des violences psychologiques. Elle a passé du coup une troisième famille d'accueil où elle était victime de viols par une des personnes qui étaient hébergées dans la famille d'accueil. Et vous voyez que ces problèmes psychiatriques, on peut mieux les comprendre une fois qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Là, je ne voulais pas la mettre, cette diapo. Après, quand on a fait la réunion avec Barbara, elle voulait que je parle d'ITT, etc. Elle s'attendait à ça. Du coup, voilà. L'ITT, c'est l'incapacité totale de travail. Ça, c'est la définition. Il faut l'oublier parce qu'il n'a rien à voir avec le travail. Il n'a rien à voir avec la totalité. En fait, c'est combien de temps la personne n'est pas fonctionnelle dans ses actes de la vie quotidienne. Elle joue le piano, ça sera ça. Il joue au foot, c'est ça. Il n'a rien à voir avec son travail. Ça sera toujours réévalué soit par un médecin légiste, soit par un psychiatre, sauf si vous donnez 0 jour d'ITT. La seule consigne, c'est de ne pas donner 0 jour d'ITT. C'est un acte médical, du coup, ça sera à vous. C'est nous qui on doit le poser. On ne peut pas déléguer à quelqu'un d'autre. Il a une valeur juridique parce que ça différencie un crime d'un délit. Les calendriers, parce qu'il y a 2 ou 3 dates qu'il faut absolument que vous connaissiez. Madame T vient à J6 de son viol. Sur un viol, on a 48 heures pour mettre en place une trithérapie et 5 jours pour retrouver de l'ADN dans les liquides séminal. Du coup, on est hors délai pour tout ça. Autre date à savoir, c'est les délais de prescription. Ça a évolué en France, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais depuis 2018, pour les victimes mineures, c'est 30 ans après la majorité. Pour les majeurs, pour une agression sexuelle, c'est 6 ans après l'acte ou 20 ans après les viols. On parle des prescriptions glissantes dernièrement. Pour le moment, ce n'est pas encore acté en fonction de la dernière victime. Ça, on verra comment ça va évoluer. On passe à l'approche patiente. Encore une fois, la Marguerite, l'approche centrée patiente. Il y a la culpabilité dans cette poche. Ça, c'est fondamental. La culpabilité, c'est un sentiment causé par la transgression d'une norme morale. Et ce n'est pas la vôtre, c'est celle de la personne en face de vous. Vous pouvez ne pas la considérer très importante, mais pour elle, c'est très important. Je suis la mère de Madame T. Elle vient en consulte, elle me dit, monsieur, oui, je sais que ça s'est passé,
Je connais le style de vie de ma fille. Hein. Sa fille, en fait, en soirée, elle utilise souvent des drogues, elle boit beaucoup, et ça, selon sa mère, ça justifie un petit peu ce qu'elle a vécu. Ça peut être parce qu'on a une mini-jupe, ça on l'entend souvent. Et la culpabilité, ça peut aller beaucoup plus loin, parce que ça peut arriver jusqu'à voir, parce que pendant un viol, on peut arriver jusqu'à avoir un orgasme. Et c'est quelque chose de mécanique. Mais dans la morale de tous, l'orgasme, c'est un lien avec les plaisirs. Et pour la victime, c'est cette relation-là qu'il faudra évaluer. Pensez-vous à votre première relation sexuelle, combien vous l'avez attendue, combien de temps vous l'avez préparée, souhaité, désiré, et après combien d'entre vous ont eu un orgasme au sein de la première fois. Alors que là, vous êtes en train de vivre le pire des actes sexuels que vous pouvez vivre, là vous arrivez à rejoindre l'orgasme, les plaisirs. Vous voyez la difficulté d'accepter que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas y arriver, alors que dans un acte de barbarie, on peut le considérer comme ça même. Voilà, on peut y arriver. Après, il y a la culture, il y a la macro et la micro-culture, parce que parler avec un rital, ce n'est pas pareil que parler en africain. Parler avec un chrétien, ce n'est pas pareil à parler avec un musulman. Mais on peut aller dans des micro-cultures. Là, vous voyez Simon Bale, c'est ce qui s'est passé avec les gymnastes des États-Unis, mais il y a des équipes de foot où les nouvelles recrues, ils avaient les droits soit à des pénétrations digitales anales jusqu'à déchirer les slips, soit à se faire sucer par les kinés de l'équipe. Et ça, c'était tout à fait normal pour les vieux de l'équipe. Et à fur et à mesure que les gens sont arrivés, ils ont dit, oui, ça c'est drôle, mais pas sur moi. Ça a permis d'échanger à fur et à mesure. Parce que si vous auriez dit aux vieux de l'équipe, ah non, il faut arrêter parce que c'est des violences, ils n'auront pas compris, parce que dans leur culture, tout ce qui s'est passé dans leur microculture, c'était des actes normaux. Il faut du temps pour changer une culture. Et là, la montre qu'il faut que vous considérez, à droite, vous voyez plusieurs montres avec des horaires tous différents. Parce que votre temps, ce n'est pas le même de la patiente, ce n'est pas le même de l'entourage. On a tous des temps différents. Et du coup, il faut respecter tout ça. Madame D, elle a 47 ans, elle est en couple depuis 26 ans avec son mari, qui est un mari violent. Elle a fait un burn-out il y a 1 an et demi. Sa psychologue lui a conseillé de porter plainte contre son mari. Elle ne veut pas, absolument pas. Elle me raconte un petit peu ce qu'il a vécu, etc. On parle des violences sexuelles. Elle me dit, monsieur, forcément, j'ai des relations sexuelles. Sinon, il m'ignore. Je suis comme une plante dans mon appartement. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Par contre, suite à ça, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques moments, je trouve difficile de supporter des choses que pendant 26 ans, c'était normal de supporter. Voilà, c'est là qu'il faut continuer. Elle n'a pas de compte bancaire propre, c'est son mari qui gère les comptes bancaires, qui surveille les dépenses. Et c'est là qu'on peut petit à petit monter. Mais il faudra lui donner le temps de se rendre compte d'être victime, d'accepter d'être victime et de vouloir réagir. Quand vous voyez en bas la chanson de Big Flo et Oli, que j'adore comme chanson, mais elle ne pouvait pas partir plus tôt. C'était impossible. Elle pourra partir qu'au moment où elle comprend ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a la mémoire traumatique. Ça, c'est un argument qui c'est très, très vaste, que j'essaie de synthétiser au maximum. En fait, dans la mémoire, dans des événements qu'on vit, on active l'amygdale, qui c'est la partie préhistorique qui gère nos émotions. Ces émotions, elles sont après traitées par les cortex, expliquées par les cortex, et stockées dans l'hippocampe. Voilà comment ça marche. Sauf que dans un traumatisme comme ça, incompréhensible et sans issue, les cortex n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Du coup, l'amygdale, il y a une hyperactivation. Il y a une augmentation de l'adrénaline et du cortisol. Ces deux substances qui sont neuro- et cardiotoxiques. Et du coup, la seule façon qu'on a pour sauver notre vie, c'est de se dissocier. Du coup, grâce à des hormones kétamine-like et des endorphines. Du coup, ça va court-circuiter ça.
on n'arrivera pas à les stocker. Et on va créer, j'ai trouvé cette phrase de Victor Hugo qui c'était très explicative à mon avis, une créature qui est dans deux états, un état d'être et un état de vivre. L'être, c'est l'état passif où on ne sait pas ce qui se passe, et le vivre, c'est l'état actif où il peut faire des choses. Voilà, la dissociation, on amène dans un état passif, on ne peut rien faire. Et c'est tellement traumatique de sortir de cette zone-là parce que ça va ressortir tous les flashbacks, toutes les sensations, tous les dangers qu'on est en train de vivre, que la victime elle-même, elle va produire des attitudes d'autodissociation. Elle va se mettre en danger elle-même, comme de plusieurs façons, la conduite, alcool, drogue, etc. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que vous aviez, c'est les réseaux. Les réseaux, pour m'aider, à mon avis, c'est gynéco-sage-femme, les associations, kiné-ostéo. Et après, moi, je travaille dans la campagne nivernaise. Expliquer d'aller vers les psychiatres, psychologues, c'est très compliqué. Du coup, j'utilise beaucoup la sophro, la méditation, l'hypnose en première step pour après passer chez les psychologues qui sont fondamentaux dans la prise en charge, mais qui ne sont pas toujours acceptés en première ligne. Et après, il y a vos secrétaires, parce que c'est elle qui reçoit l'appel. C'est elle qui décide si l'appel est urgent ou pas. Madame T l'a appelé, mes secrétaires ne l'ont pas mis en consultation, ils l'ont marqué sur un cahier, en attendant que moi, je lui donne un rendez-vous. On a perdu un jour. Et on n'a pas trop de temps à perdre dans des cas comme ça. Et après, il y a l'improvisation, parce que parfois, on a tout préparé, on est bien dans notre bureau, etc. Et après, il y a l'imprévu. Il y a Madame S qui vient juste chercher des ordonnances dentalgiques pour son conjoint qui est en sciatique. Et je lui file ça, elle me pose la question, mais est-ce qu'il peut les prendre avec l'alcool? Ouais, mais c'est S, je l'avais vu une seule fois, pour sa sciatique, je ne le connaissais pas du tout. Et il dit, bah oui, il n'y a pas de souci. On commence à discuter, mais elle boit beaucoup. Oui, elle boit beaucoup, mais on commence un petit peu à plaisanter pour détendre la situation parce qu'on était début à l'entrée de mon bureau, on n'était pas assis, c'était pas un entretien, c'était juste comme ça. Et on avance un petit peu et à fur et à mesure qu'on plaisante, qu'on rigole, elle m'avoue des violences. Et quand je parle des violences sexuelles, elle me dit non, vous inquiétez pas. Et surtout, là, il a trop mal, du coup, je me repose. Voilà. Et après, la poche personnelle. La Marguerite, il n'y a pas de place. Parce qu'il nous apprend à avoir une approche centrée patient. On oublie qu'il y a nous aussi dans l'histoire. Notre vécu, notre défaite, nos défaites, notre parcours personnel qui nous a menés jusqu'à là. Et il faut le respecter. Vous voyez la difficulté qu'il peut avoir des petites choses, mais que ça peut marquer votre parcours et que c'est fondamental de reconnaître en vous-même pour pouvoir ou pas prendre en charge des violences sexuelles. Parce qu'il y a un stéthoscope dans cette poche, parce que primum non nuocere. On est des médecins, il ne faut pas s'inventer juriste, avocat, ou je ne sais pas quoi d'autre. Nous, on est là pour prendre en charge la partie médicale. On oriente, parce que ça fait partie de la partie médicale, mais après, qu'est-ce qui se passe à niveau du tribunal, qu'est-ce qui se passe à niveau des associations, etc., ça ne nous concerne pas, sauf en fonction de ce qu'il vit la patiente. Et ce n'est pas nous de conseiller, ce n'est pas nous aller chercher à droite à gauche, c'est elle. On est des médecins. Il y a un miroir. Parce qu'on a tous nos limites, il faut se reconnaître. On a nos limites parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. On ne peut pas les entendre parce qu'elles sont trop graves. On ne peut pas les entendre parce que parfois on les a vécues, on les a vues vivre. Parce que pendant nos internats, nos externats, souvent on rencontre des violences de ce type-là. Et du coup, ça peut être difficile, ça peut rappeler quelque chose. Parce qu'on a des contraintes de temps. Ou des retards. Ça, en consultation, ça arrive à tout le monde. Parce qu'on peut être stressé ces jours-ci pour X raisons, parce que voilà, on a le droit, nous aussi, d'avoir la tête pleine. Et après, il y a la vie quotidienne, parce que si moi, ces jours-ci, j'ai un rendez-vous à 18h, il faut absolument que j'aille, il faut faire un choix. Et
il faut prendre soin de vous. Il faut y aller au rendez-vous à 18 heures. On orientera cette patiente vers quelqu'un qui pourra l'écouter. On espère que ça permettra quand même d'ouvrir la parole. Mais si vous ne respectez pas vous-même, vous allez vous faire dévorer par tout ça. Et du coup, ça, c'est la poche plus importante pour moi. Parce qu'il y a aussi les sentiments d'impuissance. Parce que parfois, on fait tout bien, c'est tout parfait. Et par contre, on n'est pas tout, on n'est pas les tout-puissants. Madame R, c'est un homme de 22 ans, il travaille dans un food truck très connu dans mon coin. Et elle est en arrêt maladie depuis juillet 2021 pour de harcèlement sexuel au travail. En fait, son employeur lui envoie des textos et la coince dans un coin et elle se frotte sur elle. Je l'ai mis en arrêt. Je la revois tous les mois et en novembre, elle est convoquée par la médecine du travail avec la lettre de son psychologue qui lui dit non, il ne faut absolument pas qu'elle retourne au travail. Elle a porté plainte, elle a une plainte déposée, elle voit avec son avocat. Je la revois après la médecine du travail, elle me fait voilà, monsieur, j'ai une fille de 4 ans, là j'ai plus d'indemnité journalière, il faut que je retire ma plainte parce que sinon je ne peux pas arriver à la fin du mois. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Il faut l'accepter parce que c'est son choix. Malheureusement, on n'a pas pu arriver jusqu'au bout. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais parfois, il faut accepter que ça ne dépend pas tout de nous. Voilà. Là, j'ai presque fini ma présentation. Ça reste pas grand-chose. Par contre, à mon avis, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de ma présentation, c'est les prochaines 30 secondes qui vont suivre. Parce que c'est ça que ça va vous permettre de prendre en charge les patients. Tout au long de votre vie, je parle. Du coup, là, on se pose un moment, vous parlez de ce que vous voulez, vous ne parlez surtout pas des violences, vous vous videz la tête, vous vous faites plaisir pendant 30 secondes. D'accord? Et on se revoit dans 30 secondes. Voilà. Si vous n'arrivez pas à garder dans votre journée, dans vos journées de travail, un moment où vous vous faites plaisir, un moment où vous videz la tête, on prend plein les visages de toutes ces histoires-là. Là, c'est de la violence, mais dans vos cabinets, ils passeront aussi des cancers, d'autres maladies, des autres histoires. Si vous ne gardez pas un moment dans vos journées pendant laquelle vous vous faites plaisir et vous essayez d'oublier tout ce qui s'est passé au cabinet, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Ça va vous dévorer, ça va vous bouffer l'âme et vous n'arriverez pas jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Dr Casini. Il nous reste un petit peu de temps pour un temps d'échange si des personnes ont des questions dans la salle. Bonjour. Vous avez parlé de violences sexuelles, notamment dans les cadres de l'exercice médical, mais personnellement, je trouve que c'était un peu survolé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, notamment en gynécologie ? J'ai pas tout compris votre question. Vous voulez que je parle des violences du soin? Oui. Très bien. Pour les violences du soin, il y a 3 choses qu'il faut retenir.
La première chose, c'est que il faut, pour pouvoir parler des violences du soin, il faut d'abord et avant tout, je me tourne sur la gauche, mais je ne sais pas où vous êtes, il faut d'abord et avant tout retirer l'intentionnalité. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'intention d'exercer des violences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il faut bien se rendre compte que c'est systémique et lié effectivement aussi au système patriarcal. Et la troisième chose, c'est que si on n'interroge pas les femmes sur leurs antécédents, on va passer à côté et donc nos soins ne seront pas adaptés, ne peuvent pas être adaptés et on va remettre de la violence. Alors, dans le diplôme, il y a une usagère brillantissime, pour ne pas la nommer, qui s'appelle Anne Evrard, du collectif interassociatif autour de la naissance, qui expose chaque année 2 heures de situation clinique de patientes qui ont vécu des violences du soin. Il est très important de se rendre compte, j'ai perdu le fil de ma pensée, que il n'y a pas d'intention, c'est systémique, et oui, c'est ça que je voulais dire, elles ne sont pas toutes, parce que les usagères, elles ne posent pas de questions au collectif interassociatif, elles ne posent pas de questions aux patientes, aux femmes qui s'adressent à elles, pour savoir si elles ont des antécédents. Par contre, Anne, avec l'expérience, elle s'en est aperçue, elle expose toujours des situations où finalement on voit que les femmes ont des antécédents, et que même quand elles ont donné leurs antécédents à l'équipe, ce n'est pas l'équipe qui a posé la question, hein, parce que personne n'a posé la question. Moi, personne ne m'a jamais posé la question de savoir, je veux dire, j'ai un cardio, je sais pas quoi, un rhumato, un scénologue, personne ne m'a jamais posé la question. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a été questionné par un médecin sur des antécédents de violence, des choses qui auraient pu vous faire souffrir? Non, personne. Donc, si on n'interroge pas, si ça ne fait pas partie de l'anamnèse, au même titre que de savoir si elle a eu ou il a eu une appendicite, parce que le risque d'occlusion sur bride, c'est quand même assez rare, parce que c'est pour ça qu'on demande les antécédents d'appendicite, hein, quand même. Hein. Alors que quand on a des antécédents de maltraitance X ou Y, on a des risques majeurs sur la santé somatique, psychique, sexuelle et reproductive. Et si on n'interroge pas, c'est vraiment le credo de la professeure Liliane Daligan dans le diplôme, qui est experte en violence conjugale, psychiatre, professeure émérite à Lyon, etc., qui dit l'histoire de la violence est une histoire de la répétition. C'est-à-dire que nos soins, de toute façon, ne pourront pas être adaptés. Il n'y aura pas d'intention de nuire, mais nos soins ne pourront pas être adaptés. Et puis, quand je vous ai parlé de l'étude tout à l'heure, je vous ai dit aussi sur la cohorte des patientes interrogées sur les antécédents de violences émotionnelles, physiques, sexuelles avant 18 ans, après 18 ans, et la corrélation avec les modalités d'accouchement. Quoi qu'il en soit, ces femmes-là, elles avaient été interrogées. Et quoi qu'il en soit, il y a des répercussions sur les modalités d'accouchement. Donc, si en plus on ne sait pas, bien sûr qu'on va être violent. On ne peut pas s'adapter correctement. Est-ce que je réponds un peu à votre question? Oui, oui, très bien. Leonardo, tu veux dire quelque chose? Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ton discours, que c'était déjà long. Et non, ça va vous arriver en consultation d'avoir des dames, notamment pour ce qui concerne les hommes, qui ne veulent pas se faire examiner, par exemple au niveau gynécologique, parce qu'ils ne veulent pas. Si on arrive à les interroger, on trouve souvent qu'il y a des examens gynéco qui ont été faits soit trop tôt, soit sans penser à la dame, avec violence, brutalité, et parfois c'est des PUPH, etc. Mais moi, dans ma patientèle, j'ai une dame qui a une neurofibromatose et qui venait exposer aux internes chaque mois.
elle venait exposer, elle se mettait à poil devant les internes. Et là, elle n'arrive plus du tout à se mettre, à se déshabiller, même pour une consultation. Hein. Elle venait pour une tuméfaction au niveau de la poitrine et je n'ai pas pu l'examiner. Du coup, ça vous arrivera souvent des choses comme ça. Il faut prendre le temps, il faut s'habituer à y penser, que derrière un refus des soins, d'examen, etc., il peut y avoir quelque chose derrière. Juste pour rajouter, moi je suis d'une génération où on nous avait absolument pas appris à demander le consentement. Donc on disait, bon ben on va passer, je disais, hein, comme j'avais vu faire, hein, bon ben on va passer à l'examen clinique. Mais on ne demandait pas, madame, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous examine? Jamais, jamais. L'élaboration du savoir et la transmission du savoir, en particulier en gynécologie obstétrique, en médecine générale aussi, mais en gynécologie obstétrique qui concerne des femmes, ce sont des hommes qui ont élaboré le savoir et transmis le savoir. Et les choses bougent, merci les femmes. Alors la parole se libère sur les réseaux sociaux, mais pas dans les cabinets médicaux. Si dans les cabinets médicaux, vous ne posez pas la question, elle ne se libérera pas. Avec l'asso, on a monté un kit que j'ai donné à Barbara et voilà, je ne sais pas ce que vous en ferez, que l'association a monté. Et il y a une patiente qui témoigne et qui dit, mais dans ce kit, puisqu'il y a une vidéo avec 4 patientes qui témoignent, qui font le lien entre leurs antécédents de violence et ce qu'elles ont vécu dans les soins. Elles tentent de faire un lien entre les antécédents de violence personnelle et le vécu des soins. Et il y en a une qui dit, non mais là c'est juste pas possible. Si vous ne posez pas la question, on ne peut pas vous dire, ah ben vous savez là, je suis pas très à l'aise devant vous parce que j'ai été violée. Et elle le dit comme ça, avec ce ton-là, comme ça, en se tortillant sur sa chaise. Mais voilà, mais bien sûr, c'est pas possible. Les femmes ne peuvent pas dire, et les hommes, c'est encore une catastrophe. L'enquête violence et rapports de genre, je crois que je l'ai mis, c'est 14,7% des femmes entre 20 et 69 ans vivant en ménage ordinaire, etc., en France métropolitaine, etc. 14,7% des femmes qui ont des antécédents de violence sexuelle, tentative de viol ou viol, mais 3,9% des hommes. C'est 4% d'hommes, on va arrondir, hein. Comment voulez-vous que dans le patriarcat, ils disent « moi, j'ai été victime de viol ». C'est impossible. Je suis une grande féministe qui dit « le patriarcat massacre tout le monde ». Et les femmes, parce qu'elles sont dominées, mais aussi les hommes, même s'ils sont dominants. Bon, j'ai dévié, je suis très bavarde. Tu confirmes, vous l'avez remarqué? Merci pour la question et vos réponses très intéressantes. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, Laetitia Mouche, je suis interne de Nancy. Merci pour votre intervention. Le diplôme a l'air super intéressant. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas tous le faire, qu'on n'aura pas les opportunités. Et je voulais savoir si vous aviez d'autres livres à nous conseiller ou des sites ou des associations nationales qu'on pouvait retrouver pour nous former personnellement, vu qu'on est un peu démunis par rapport à ça. Et ensuite, j'ai une toute petite question plus courte. Quand vous posez la question de est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles ou des antécédents comme ça, est-ce que vous faites sortir les accompagnants? Pour les deux, oui. Ouais. Je commence par la dernière. Moi, mon premier entretien, je le fais tout seul avec la patiente. Même si elle est ado, je fais sortir les patients et les pères, la mère, pour poser la partie d'alcool, tabac et violence. Parce que je ne m'imagine pas, moi, être en face, quelqu'un me pose cette question, comment vous voulez que je réponde oui? Et ça va, au contraire, aggraver la situation de la patiente, surtout que moi, j'exerce dans un désert médical et du coup, déjà, ils ont du mal à trouver un médecin. Si je lui ferme la porte comme ça, après, c'est aussi un perdu de vue. Et concernant les livres, je te laisse la parole parce que tu en auras sûrement plus que moi. Et comme ça, tu pourras faire toute la liste de toutes les choses. Mais ouais, je t'arrête. Alors, on va commencer par les bouquins.
Alors, si vous voulez tout savoir sur la clinique du dépistage des violences sexuelles chez l'enfant, vous achetez un livre de poche, L'enfant cassé, du docteur Catherine Bonnet, pédopsychiatre qui a bien jonglé dans sa vie professionnelle pour avoir signalé des violences sexuelles et s'est retrouvée avec 2 valises à être obligée de partir de France en 2000. Elle a été réhabilitée par un rapporteur de l'ONU qui a auditionné les enfants dont elle avait signalé qu'il y avait des violences sexuelles. Et L'enfant cassé de Catherine Bonnet est un très bon bouquin sur la clinique des violences sexuelles chez l'enfant. Moi, personnellement, j'ai eu un bouquin qui m'a beaucoup aidé sur l'éthique et les soins, qui s'appelle L'éthique à l'épreuve des violences du soin. C'est un livre de poche aussi, il ne faut pas que ça coûte cher. Et c'est une triple contribution, dont Catherine Legrand-Séby, qui est anthropologue de la santé et qui intervient dans le diplôme. L'éthique à l'épreuve des violences du soin. Si vous n'avez pas lu Omerta à l'hôpital, qui concerne toutes les violences dans les lieux de formation, il faut lire l'Omerta à l'hôpital de Valérie Oslander, médecin généraliste, qui a fait sa thèse sur les violences dans les lieux de formation en santé. Pas tellement pour les témoignages dans lesquels vous allez vous y retrouver, très certainement, moi j'ai pas lu les témoignages, mais surtout pour les contributions des experts. C'est un livre de poche aussi, Omerta à l'hôpital. Il y en a plein, des bouquins. Sur la... Oui. C'est pourtant bien d'Alice Miller. Alors, C'est pourtant bien d'Alice Miller, bien sûr. En fait, c'est un livre où elle explique un petit peu la relation entre ce qu'on a vécu quand on était enfant et notre parcours de vie. Elle utilise 3 exemples. Une personne qui est tombée dans la drogue, Hitler, et une des tueurs les plus connus d'Allemagne. Je ne voudrais pas le nom parce que déjà avec l'accent italien c'est difficile le français. Voilà. Hein? Et après il y a Les cœurs des femmes de Martin Winkler. Ouais. J'ai bien foutu, c'est un petit roman sympathique. C'est très bien. Moi, c'est mon premier livre concernant les violences. Ouais, je suis un peu fâchée avec Martin Winkler quand même. Depuis qu'il a écrit ces blouses blanches, c'est quoi en blanche. Comment tu dis? Brut en blanche. Ouais, c'est brut en blanc. Ouais, non, mais ça va quoi. Moi, j'étais en colère pendant 35 ans contre les confrères, mais bon, faut avancer. Pourquoi mes aînés en gynécologie obstétrique ou les autres médecins ne sont pas capables ou ne... C'est parce que voilà, ils peuvent pas. C'est juste, c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire, on n'est pas forcément capable d'accueillir la violence à l'état brut qui existe dans nos sociétés, parce que c'est vraiment ça. Après, moi, il y en a un que j'adore aussi, parce qu'il est gynécologue obstétricien et que depuis 2018, il est prix Nobel de la paix, qui vient d'écrire un bouquin magnifique qui s'appelle « La force des femmes ». C'est Denis Mukwege, surnommé « L'homme qui répare les femmes », dans lequel il articule très justement le patriarcat, l'impact des stratégies économiques qui font que le Congo est actuellement le pays où il y a eu plus de 5 millions de morts. C'est le chiffre le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale du nombre de morts, c'est au Congo. Et qui raconte comment les femmes ont une force absolument hallucinante de résilience et d'avancée. Donc ça, c'est un très beau livre. Voilà. Et puis, alors, il y avait une fin de question qui était... Je vous propose de passer à la prochaine question. On n'a plus beaucoup de temps. On a déjà eu pas mal de références. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qui suit? Ouais. Moi, j'avais une question ici, juste au milieu. J'ai une question par rapport au dépôt de plainte. Ouais, elle me cherche encore là, au milieu. Là, là, là. On a bien dit que seuls 10% des femmes portent plainte. Nous, en tant que médecins généralistes, quel est notre rôle? On doit évidemment leur apporter l'information comme quoi elles peuvent porter plainte, mais est-ce qu'on doit, en quelque sorte, peut-être pas les pousser, mais un petit peu les motiver à la plainte? Absolument pas.
Absolument pas, parce qu'il y a 10% des plantes portées sur viol et les 10% de ces plantes portées qui aboutissent à quelque chose. Du coup, vous voyez que ça ne fait pas beaucoup comme pourcentage pour justifier de faire vivre en personne tous les parcours des combattants qu'il y a à faire jusqu'à là. Il faut qu'il vous en parle à vous, il faut qu'il en parle aux gendarmes. Les gendarmes, ils ne vont pas le croire, ils vont prendre des photos, ils vont interroger, il faut la confrontation. Il faut raconter à nouveau ça à l'avocat. Il faut le raconter en tribunal. 1, 2, je ne sais pas combien de fois. Et malgré tout ça, il y a un très faible pourcentage qui aboutit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Notre rôle, c'est d'être médecin, de les accompagner, de donner l'information, de les orienter avec les associations où il y a des juristes, où il y a des avocats, etc. Mais ce n'est absolument pas notre rôle de porter plainte à leur place ou de les pousser à porter plainte. Parce qu'après, il y a des conséquences. Et elle porte plainte, elle n'est pas crue, elle perd la garde des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Elle portera plainte au moment où elle sera prête. Ça peut arriver trop tard et que le délai de prescription s'est passé. Mais il faut respecter son temps à la victime. Parce que si, on ne peut pas faire le parcours à sa place. En fait, il faut se rendre compte que c'est parfois extrêmement difficile pour les patientes, enfin moi j'avais que des patientes, de reconnaître leur statut de victime. Et puis Leonardo, il a bien fait le cycle de la violence, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des patientes qui, au moment où elles sont prêtes, elles vont porter plainte et on sait très bien qu'elles vont retirer leur plainte après. Et très souvent, moi je leur disais, bon alors, je vais vous faire un petit rappel à la loi, je sais que vous n'allez pas porter plainte, au cas, voilà, mais la loi, c'est depuis 2010, les violences psychologiques sont punies par la loi. Ça, par exemple, moi, je ne le savais pas. Donc, en fait, il faut connaître la loi, c'est ce que disait Leonardo. Il faut rappeler la loi, très simplement. Il n'y a pas besoin de s'étendre pendant 15 ans. Sauf quand vous essayez désespérément de convaincre une jeune femme que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas parce qu'elle était bourrée, et donc que c'est de sa faute qu'elle a été violée, mais que par contre, le fait d'être bourré est une circonstance aggravante pour le viol, ça, des fois, ça prend du temps. Moi, j'ai mis un quart d'heure, une fois, à faire comprendre ça à une jeune femme. Madame, c'est pas parce que vous étiez bourré que vous êtes coupable, c'est vous étiez bourré, et donc, c'est une circonstance aggravante parce que c'est un viol. Vous ne pouvez pas donner votre consentement, et c'est un viol. Reconnaître son statut de victime, c'est très difficile. C'est aussi pour ça que ta présentation est géniale, Leonardo, c'est que tu renvoies à ce que nous sommes. Si nous n'avons pas nous-mêmes été capables de revisiter notre propre histoire, on n'est pas capable d'accueillir ce qui se passe en face de nous. Et on va faire diversion, on va les pousser à aller chez le psy, on va les pousser à porter plainte. Non, on est là pour les accompagner. Je peux juste faire un exemple rapide. L'année dernière, l'ISNAR a fait un webinaire sur 2 thèses, à peu près à cette période-là, sur 2 thèses qui montraient qu'il y avait énormément de violences parmi les étudiants. Entre celles qui étaient marquées dans un questionnaire en ligne et ce qui sort quand vous posez la question aux internes, les données ne sont pas pareilles. On n'a pas les mêmes taux de violence. Les taux, quand vous posez la question directement, c'est beaucoup plus bas. Du coup, c'est difficile de l'avouer. Ça prend du temps, ça aussi. Et après, il y a derrière la partie d'aller vers les juges, etc. Ne les poussez pas, parce que sinon, ça va péter à un certain moment. Merci beaucoup pour vos réponses. On arrive à la fin de cette boîte à outils. Je vous remercie. Juste une dernière question. On n'a plus le temps, je suis désolée. Je vous remercie tous les deux pour vos présentations.
Merci à tous pour votre intérêt sur ce sujet et cet échange un peu court mais vraiment très riche. Je vous invite à rester dans cet amphithéâtre pour la suite. Il va y avoir le prochain Flash Actu, puis la clôture du congrès. Merci à tous.